Et donc, forcément, c'est l'heure du bilan. En ce début d'année 2016, nous allons faire le tour de ce qui a fait l'année 2015 au niveau du cinéma, que ce soit en salle, en DVD ou sur internet. Et nous allons commencer aujourd'hui par les meilleurs films de l'année 2015. Avant de commencer, les films de ce top sont sortis entre le 7 janvier et le 23 décembre 2015, donc les sorties du 30 décembre ne s'y trouvent pas. Évidemment, ce top est totalement subjectif et ne remet pas en cause la qualité des films n'y étant pas présents, et certains films importants de l'année ne s'y trouvent pas d'ailleurs. Mais bon, en même temps, c'est un peu mon top, donc si vous n'êtes pas d'accord, je vous propose un truc, mettez le vote dans les commentaires, et on va comparer qu'est-ce qu'on a en commun et qu'est-ce qu'on a comme différence. Je pense que ça sera ça le plus rigolo. Donc, commençons tout de suite. Parce que se prendre une petite claque en toute fin d'année sur un sujet aussi casse-gueule que l'une des plus grandes crises qu'a connue l'humanité actuellement, ça méritait bien une place particulière dans ce top. Il s'est un peu imposé comme un choix de dernière minute dans ce classement, mais qu'est-ce qu'il mérite sa place? McKay livre un film à l'écriture intelligente, à la mise en scène totalement folle, à l'esprit acerbe et juste, bref, un film explosif et fun sur un sujet complexe. Parce que de base, le sujet était assez compliqué. Parler de la crise financière en l'abordant dans sa plus grande complexité, c'était un pari complètement fou. Mais en plus, le réalisateur arrive à rendre ça compréhensible avec une grande justesse et au-dessus de ça, à rendre ça drôle et même hilarant par moments. Et ça, c'est extraordinaire. Il s'impose donc de manière totale comme outsider de l'année 2015 et prouve que comme chaque année, rien n'est joué avant le tout dernier coup de cloche de clôture de la bourse. Numéro 9. Parce que le cinéma de genre est complètement passé à la trappe cette année, mais que celui-là a réussi à sortir du lot. À la fois jouissif, excentrique, délirant et pourtant si simple dans sa construction, il fallait bien ça pour confirmer que les Québécois sont vraiment les rois de la surprise. Bien plus qu'une simple œuvre à concept, Turbo Kid est bien la vraie bombe de cinéma indépendant qu'on nous promettait sur le papier, en plus d'être un trip jubilatoire et exaltant, et une œuvre totale en matière de conception, de narration et d'esthétisme. Un vrai trip visuel et dramatique qu'il ne fallait pas manquer cette année et qui fera de ce film une œuvre culte, c'est vraiment sûr. Numéro 8. Parce que l'histoire est souvent dure, et quand elle frappe fort, elle fait mal, et elle le fait de manière divine. Pour son premier long métrage, le jeune metteur en scène Laszlo Nemes offre l'un des films chocs de l'année 2015, une œuvre à la fois noire, violente, macabre, et pourtant humaine, poétique, magnifique et envoûtante. On est totalement subjugué par la force graphique du film que nous offre le jeune réalisateur hongrois, qui en a profité d'ailleurs pour remporter un grand prix au dernier Festival de Cannes, grâce à une œuvre qui restera certainement un temps fort dans le cinéma de guerre. Il est donc indispensable de voir Le Fils de Saul si l'on veut comprendre pourquoi l'année 2015 reste une année riche en surprises cinématographiques. Numéro 7. Parce que fucking Guillermo del Toro revient et qu'il est toujours égal à lui-même, gothique à souhait et envoûtant dans son geste et sa manière. Avec ce nouveau long métrage, le réalisateur s'est permis le plaisir de revenir à ce qui fait l'essence même de son cinéma, du style et de la gueule. Et c'est tout ce que l'on demande parfois à un film pour nous conquérir. Au-delà de cela, il parvient à la fois à rendre hommage au cinéma qui l'a fait tomber amoureux de cet art et surtout à créer une galerie de personnages fascinants et envoûtants en plus que de livrer un film à l'esthétisme cool et magnifique. Le gothique a son paroxysme divin qui nous rappelle une bonne fois pour toutes que oui, les Mexicains sont actuellement parmi les réalisateurs les plus inventifs de la production audiovisuelle. À moins que... Numéro 6. Parce qu'avant les Mexicains, les meilleurs réalisateurs actuellement dans la production audiovisuelle restent les Sud-Coréens. Avec ce film, le réalisateur et ancien disciple de Bong Joon-ho, Sung Bo-shim, livre un premier long métrage juste fou, une œuvre à la fois visuellement impressionnante et en même temps claire et limpide dans son traitement narratif et graphique. Encore une fois, un réalisateur sud-coréen parvient à livrer un film profond sur l'humanité et surtout au caractère et à la violence à la fois magnifique et glaçante qui donne à réfléchir sur la conception du cinéma comme nous le voyons.
Jamais facile et toujours ambitieux, le film qui s'offre à nous ici est un immanquable de l'année 2015, une nouvelle confirmation que la production sud-coréenne révolutionne petit à petit le cinéma. Numéro 5. Parce qu'un chef-d'œuvre d'animation en vaut deux, et que choisir entre ces deux films était beaucoup trop dur, et parce qu'en plus il fallait rendre hommage à ces deux grands studios d'animation. L'un revient après plusieurs années d'absence pour nous offrir un moment de cinéma émouvant et sincère dans son geste, tandis que l'autre livre un film humain et beaucoup plus grave qu'à son habituel, pour un film entraînant et émotionnel. Pixar impressionne quand Ghibli confirme, et c'est en ça que ces deux grands studios et ces deux grands films méritent leur place dans ce classement, car l'on ne peut ignorer l'un ou l'autre. Les deux ont su nous faire rire, nous faire pleurer et nous faire sourire à la fois, au travers de deux films aux univers très éloignés, mais à la justesse émotionnelle tellement folle que l'on ne peut que tomber amoureux de ces deux métrages. Et maintenant on passe au numéro 4. Parce que le cinéma d'horreur s'est fait littéralement retourner cette année par une petite bombe que l'on a vu arriver de nulle part, qui a totalement envoûté Gérard May et qui allait beaucoup plus loin que ce que l'on pouvait imaginer. Le jeune réalisateur David Robert Mitchell prend vraiment le cinéma d'horreur moderne à contre-courant, pour nous offrir un film à l'ampleur visuelle et narrative folle, un film qui ne nous prend jamais par la main et qui joue totalement avec la place des personnages et du spectateur. On est tiraillé, exalté, fasciné, apeuré devant un film qui use de son esthétisme pour aller à l'encontre des canons actuels de la production horrifique et revenir à ce qui fait l'essence même du genre, la montée en tension. Dopé par une bande originale juste folle et des acteurs parfaits, It Follows devient quasiment dans l'instant un immanquable horrifique entre l'hommage pur et dur à Carpenter et la réinvention du genre horrifique et du teen movie. Et là on rentre dans le gros du gros, on passe au numéro 3. Parce qu'il a mis du temps à arriver sur les écrans français malgré son prix de la mise en scène, et parce que l'on avait envie de voir depuis longtemps des rapports machistes aussi délicats que sentimentaux. Bennett Miller nous livre ici un grand film sur l'homme et ses tourments, sur l'homme et ses faiblesses, et sur l'homme et son rapport intime et pervers avec la gloire, et avec un mythe profond, celui de l'Amérique. Graphique, fort d'une histoire dingue et d'un casting divin, Foxcatcher est clairement une claque sensorielle, un film qui joue avec nous pendant 2h10, qui ne s'épuise jamais autour de ses trois figures masculines dans un mouvement de cinéma à la fois lyrique et intense. On ressort touché par ce que le réalisateur américain nous a raconté, et on ressort surtout subjugué par un homme en tête de ce film, le grand Steve Carell, juste fou dans le personnage central de ce film qu'il maîtrise de manière totale. Numéro 2. Parce qu'un trip de cinéma, cela peut aussi se ressentir de manière humaniste et jubilatoire, sans forcément avoir besoin d'un déluge d'effets visuels, mais peut-être simplement d'un déluge de rapports humains. Dans un sens, il aurait dû avoir sa place en numéro 1 l'année dernière. Mais cette année, il mérite largement la deuxième place, tant Inarritu vient de nous livrer un chef-d'œuvre de mise en scène, un grand moment de cinéma sur l'homme et ses tourments, ainsi qu'une œuvre à la portée émotionnelle folle. On ressort lessivé de Birdman tant on a eu la sensation de voir un metteur en scène nous demander de reconcevoir la manière de voir un long métrage et la manière de reconcevoir l'esprit scénographique de celui-ci. Sans jamais donner la sensation d'une suffisance narrative ou esthétique, Inarritu renouvelle constamment son œuvre pour finalement donner lieu à un déluge d'émotions, de sensations, d'humour, de pleurs et de richesse humaine que l'on voudrait voir plus souvent au cinéma. Et le numéro 1. Parce que le cinéma, c'est tout cela à la fois. C'est à la fois un trip constant et jubilatoire qui se renouvelle totalement, et en plus un metteur en scène qui parvient de manière magnifique à reconcevoir totalement son art. À la fois graphique, sensoriel, narratif, épique, excentrique, bref, tout ce qui fait une œuvre de génie, Mad Max 4ème du nom n'est pas seulement le retour en force d'un metteur en scène et d'une saga, c'est avant tout et simplement un pur moment de cinéma comme on en voit de moins en moins. Rien n'est à jeter, tout est à garder. L'essence même de cette œuvre nous emporte dans un torrent de cinéma magnifique et impérial qui joue à la fois avec le spectateur et avec les personnages. Œuvre au message écologiste, féministe, humaniste et à la portée poétique, George Miller vient de livrer une bombe.
un film unique en son genre, une œuvre qui révolutionne le blockbuster et qui fait passer Avengers Age of Ultron pour un petit moment de détente entre potes, tant l'œuvre a une ambition démesurée et un rapport au ressenti total. Cela peut être considéré comme une facilité de mettre Mad Max sur la première place de ce podium, mais en même temps, c'est justement, magnifiquement et simplement une place totalement méritée. Donc voilà, demain je vous retrouverai pour un top des meilleures séquences de l'année 2015, et d'ici là, allez voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films.